Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer sur le cours structure de données. Pour rappel, nous avons fait la dernière séance de cours la partie des listes. Nous avons vu que pour créer une liste en C, on peut soit utiliser une implémentation contiguë par l'utilisation des tableaux, ou bien une implémentation non contiguë en utilisant les pointeurs. On a appelé ça donc liste chaînée. On a classé donc par la suite en trois catégories: liste simplement chaînée, liste doublement chaînée et liste circulaire. Et puis on a fait un exemple dans la séance du cours d'une implémentation d'une liste de nombres entiers en utilisant les deux concepts, les tableaux pour une implémentation contiguë et les listes chaînées pour une implémentation par les pointeurs. Et finalement, on a fait une petite comparaison des deux possibilités ou bien des deux concepts, des deux implémentations possibles pour créer une liste en C. On a vu que l'avantage majeur des tableaux, c'est l'accès aux éléments qui est très rapide, puisqu'on a donc directement l'accès via l'indice à un élément donné dans le tableau. Par contre, l'inconvénient majeur, c'est que on a donc les insertions et les suppressions donc constituent une opération qui est coûteuse. Parce que donc cela nécessite un décalage des éléments du tableau, soit à gauche ou bien à droite, selon l'opération, est-ce que c'est insertion ou bien suppression. Alors si on a une opération d'insertion, on va faire un décalage à droite, sinon, si c'est une opération de suppression, on va faire un décalage à gauche des éléments qui existent juste après l'élément à supprimer. Et donc on a vu un exemple en utilisant une liste de nombres entiers, et puis donc on a vu aussi que l'avantage majeur d'utilisation des listes chaînées par les pointeurs pour représenter une liste de nombres entiers, c'est la possibilité de faire des ajouts et des suppressions, c'est-à-dire des insertions des éléments et des suppressions d'éléments dans la liste plus rapidement. Mais l'inconvénient, on a vu que l'inconvénient majeur, c'est l'accès qui est donc séquentiel. On doit faire un parcours séquentiel si on veut accéder à un élément. On n'a pas d'accès en fait direct à un élément comme on le fait pour les tableaux, mais on doit parcourir l'ensemble des éléments pour accéder à un élément donné. Comme exemple d'application des listes, on souhaite réaliser la représentation d'un polynôme en x, y, z. Alors, comme exemple, prenons le polynôme suivant, 5x carré plus 3xy plus y carré plus yz. Alors, une première représentation possible est d'utiliser les tableaux. Pour ce faire, nous allons utiliser un tableau à 3 dimensions, il y a de 3 dimensions. Dans chaque élément du tableau t, i, j, k, on va stocker la valeur du coefficient du terme représenté par x à la puissance i, y à la puissance j et z à la puissance k. Par exemple, pour stocker le terme 5x carré dans le tableau, on va stocker la valeur du coefficient 5 dans la case qui est réservée au terme x carré, qui est donc peut-être écrit x à la puissance 2, y à la puissance 0, z à la puissance 0. C'est la case en fait T2, 0, 0. Ensuite, pour stocker 3xy, dans le tableau, on va stocker la valeur du coefficient 3 dans la case qui est réservée à xy, c'est-à-dire x à la puissance 1, y à la puissance 1, z à la puissance 0. Donc c'est cette case-là, donc T1, 1, 0. Ensuite, pour stocker le terme y à la puissance 2 dans le tableau, alors on va stocker la valeur du coefficient 1 dans la case qui est réservée au terme y carré, qui peut être écrit aussi x à la puissance 1, x à la puissance 0, pardon, x à la puissance 0, y à la puissance 2, z à la puissance 0. Donc, c'est la case d'indice T0,
0 pour le i, 2 pour j et 0 pour k. Donc c'est cette case-là. Et enfin, pour stocker le terme y, z, on va stocker donc le coefficient 1 dans la case qui est donc réservée à x à la puissance 0, y à la puissance 1, z à la puissance 1. Donc qui est cette case-là, t 0, 1, 1. Alors, comme vous voyez, en utilisant les tableaux, on a une grande perte d'espace mémoire, du fait que la matrice est très creuse. Donc, on a juste quelques cases du tableau qui sont remplies par les coefficients pour les termes de notre polynôme. Les autres cases mémoire, ils sont creuses. Donc, ceci donc implique qu'on a une grande perte d'espace mémoire. Alors, ceci est le même tableau que le précédent, dans le slide précédent. C'est juste que ici, donc, j'ai supprimé les identificateurs des cases du tableau T, I, J, K pour vous donner une meilleure lisibilité. Alors, une deuxième représentation qui peut être faite pour notre polynôme est d'utiliser une représentation par liste chaînée, qui serait en fait la solution la plus adéquate. Alors, un terme, ou bien dit aussi monom, donc qui est l'élément de notre polynôme, parce qu'un polynôme est constitué de plusieurs monomes. Alors, un terme, il sera représenté par la structure de données suivante. Alors, on aura donc une structure, un type structuré, qui contient en fait 5 champs. Le premier, c'est la puissance x, deuxième puissance y, puis puissance z, puis le coefficient, et puis donc un pointeur vers l'élément suivant, qui va donc constituer, alors ce pointeur-là va constituer en fait le lien entre les différents éléments pour effectuer donc un chaînage ou bien une liste chaînée. Alors, comme résultat, notre polynôme sera représenté par cette figure-là. Donc, comme vous voyez ici, on a quatre, euh, quatre éléments qui constituent notre liste chaînée. Chaque élément représente en fait un monôme. Par exemple, ça c'est le premier monôme de notre polynôme. Ça c'est le deuxième monôme. Cet élément-là est le troisième monôme. Et le dernier élément de notre liste chaînée est donc représente notre quatrième monôme. Et donc pour chaque monôme de notre polynôme, on va le représenter par un élément de la liste chaînée ou bien un nœud de notre liste chaînée qui contient en fait les informations qui sont spécifiques à ce monôme-là. Donc par exemple ici pour 5x carré, on va donner ici l'information pour la puissance de x, la puissance y et z c'est 0, et puis le coefficient, donc qui va donner par la suite 5x carré. Ainsi, ensuite, si on veut représenter 3xy, on va donner donc pour le x la puissance 1, y puissance 1, z puissance 0 et 3 pour le coefficient. Et de la même manière, donc, on va donc initialiser les champs de notre structure ou bien de notre nœud qui constitue donc un élément de la liste chaînée selon donc les informations de notre monôme. L'accès à un champ quelconque du nœud alloué se fera donc à l'aide d'un pointeur vers ce nœud. Alors comme vous voyez ici, on a donc au début, lorsqu'on va créer notre liste, on va créer un premier nœud qui va donc pointer vers le début de notre liste ou bien le premier élément de la liste. Et puis à chaque fois que l'on va créer un monôme, on va initialiser aussi le champ suivant qui va pointer vers le prochain monôme ou bien le prochain élément de la liste. Ainsi, pour chaque élément, donc pour chaque monôme, on va initialiser le champ suivant qui va pointer vers le monôme suivant pour pouvoir donc lier les différents monômes d'un polynôme pour créer par la suite notre liste chaînée. Alors, voyons maintenant comment représenter notre liste chaînée pour présenter notre polynôme. C'est-à-dire, c'est quoi la structure de données
pour un monombre. Alors la solution 1 consiste à créer un type structuré nœud qui va donc en fait caractériser un élément de notre liste chaînée ou bien un monombre de notre polynôme. Alors le type structuré, ça contient des informations qui caractérisent un monombre, dont la puissance x, puissance y, puissance z, le coefficient et puis un pointeur vers le nœud suivant. Alors la deuxième solution consiste à rassembler les données caractérisant un nœud dans, dans un type structuré que l'on va appeler ici données, qui contient donc les champs puissance x, puissance y et puissance z, et le coefficient, et puis à la déclaration d'un nœud, on va dire données info pour caractériser le champ, bien les informations pour un monombre. Et puis directement un pointeur vers l'élément suivant. Alors maintenant qu'on a créé la structure de données qui caractérise un nœud, on peut par la suite définir les fonctions nécessaires pour effectuer des opérations sur notre polynôme, à savoir les fonctions d'insertion, de suppression, d'affichage, de recherche, etc. Par exemple, ici, je vous donne un exemple de fonction qu'on va créer sur cet exemple-là pour effectuer une insertion au début ou bien en tête de notre liste. Alors, si vous vous rappelez, dans le cours, on a fait trois types d'insertion. Insertion au début de la liste, insertion au milieu et puis insertion à la fin. Ici, je vous donne l'exemple d'insertion au début de la liste ou bien en tête de notre liste qui va suivre les mêmes étapes qu'on a fait dans le cours d'insertion, dans la partie insertion au début de liste. Alors, si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a fait pour insérer au début? On a passé donc le polynôme, ou bien le pointeur vers le début de notre liste chaînée. On a passé donc le pointeur vers le début de liste, le premier élément. Et puis, donc, on va passer les informations nécessaires pour initialiser l'élément à créer. Dans notre cas, on va donc passer la puissance x, puissance y, puissance z et le coefficient. À l'intérieur, on va créer le nouvel élément qui est le monombre dans ce cas-là. On va faire une allocation dynamique et puis on va initialiser les champs de cet élément qu'on vient de créer avec les données passées en paramètres de la fonction. Une fois qu'on a initialisé les champs avec les bonnes valeurs passées en paramètres de la fonction, on va à la fin lier le nouvel élément créé au début de notre liste. Donc P suivant, P c'est le nouvel élément qu'on vient de créer, donc on va donc initialiser le pointeur suivant on va le pointer vers donc le début de notre liste qu'on a passé en paramètre de la fonction. Et puis à la fin, on va affecter, donc pour lui, on va affecter P, donc c'est-à-dire le début de l'élément qui constitue pour le moment le début de notre liste. Et puis on va retourner notre variable poly qui va donc pointer vers le début de liste, actuellement l'élément qu'on vient de créer. Une autre opération d'insertion en fin de liste qui reprend aussi le même algorithme qu'on a fait dans l'insertion en fin de liste simplement enchaînée dans le cours. Alors, l'algorithme est le même. En fait, on va passer notre liste, le pointeur poly qui va pointer vers le début de notre liste qui constitue le polynôme, les données caractérisant le nouvel élément à créer ou bien le nouveau monombre à créer. À l'intérieur, on va créer donc donc le nouvel élément à travers une allocation dynamique de mémoire. Puis on va initialiser les champs à travers l'utilisation des données passées en paramètres. Et puis donc, puisque ça serait le dernier élément, le pointeur suivant, ça serait nul. Puisqu'on va l'ajouter à la fin, donc ça serait le dernier élément, alors on va initialiser le pointeur suivant de cet élément-là avec nul. Puis on peut tester donc si le polynôme passé en paramètre est nul, ça ne contient aucun élément, alors on va l'initialiser avec le nouvel élément qu'on vient. Alors, sinon, on va rechercher le dernier élément de la liste ou bien le dernier nœud
en utilisant une boucle. Alors, on va initialiser un pointeur dernier avec le début de liste. Et puis, on va faire une boucle pour parcourir élément par élément. Et à chaque fois, on va affecter dans dernier, donc dernier suivant, pour pouvoir donc se déplacer élément par élément. Et puis donc à la fin, on aura le dernier élément stocké dans la variable dernier. Et puis le dernier élément suivant, c'est-à-dire dans le pointeur suivant du dernier élément, on va le pointer vers le nouvel élément qu'on vient de créer, qui sera en fait le dernier élément. Et puis on va retourner notre liste. Bon voilà, je vous ai donné juste un exemple d'opération que vous pouvez effectuer sur votre liste contenant le polynôme. Mais bien sûr que l'on va, dans le cas concret, que l'on va implémenter toutes les fonctions nécessaires, à savoir les fonctions de suppression, de parcours de notre polynôme, monombre par monombre, une fonction de recherche, etc. Donc c'était juste alors le cas de polynôme, c'était juste un exemple d'application pour montrer que dans certaines situations, on a recours à utiliser les listes chaînées plutôt que utiliser les tableaux. D'accord? Ben, selon, comme j'ai dit dans le cours, selon le cas, soit on va utiliser les tableaux, ou bien on va utiliser les listes chaînées. Dans ce cas donc de polynôme, on a donc choisi, ou bien on va opter pour la deuxième solution qui est donc une représentation non conjuguée à travers l'utilisation des pointeurs, ou bien des listes chaînées pour pouvoir donc traiter plus efficacement un polynôme. Alors maintenant, pour mettre en pratique les listes simplement chaînées, je vous propose un troisième TP qui va donc contenir deux exercices. Le premier, c'est pour manipuler une liste simplement chaînée de nombres entiers. Et puis en deuxième exercice, on va reprendre l'exemple de polynôme pour effectuer d'autres opérations qu'on n'a pas présentées ici dans la présentation. Alors, on va essayer de faire des opérations d'insertion, suppression, etc. Pour le TP3, donc j'explique les exercices. Alors TP3 généralement c'est pour les listes simplement chaînées. Exercice 1. Alors construire une liste chaînée de nombres entiers. Dans cet exercice, alors nous allons considérer une liste chaînée qui contient n nœuds. Chaque nœud contient un champ qui s'appelle nombre qui est de type entier, à un autre champ suivant qui contient le pointeur suivant qui va pointer vers le nœud suivant de la liste chaînée. Alors question 1, déclarer la structure représentant un nœud de la liste, c'est-à-dire le type structuré qui va contenir deux champs, le champ nombre et le champ suivant. Deuxième question, écrire une fonction C insérée dans la liste vide qui va alors prendre un paramètre X de type entier donné en paramètre ici et prendre la liste ici donnée en paramètre et ça va créer le premier nœud et l'insère dans une liste vide. Et puis vous allez tester cette fonction dans le main, dans la fonction main. Alors ici on va insérer un nouvel élément dans une liste initialement vide. Troisième question, écrire une fonction C qui affiche les informations portées par les maillons dans une liste chaînée. Alors ici donc vous allez faire une boucle pour parcourir élément par élément et pour chaque élément afficher le nœud en cours. Bien sûr vous allez aussi tester cette fonction d'affichage dans la fonction main. Ainsi de suite. Alors pour chaque fonction que l'on va créer dans cet exercice-là, vous allez donc créer la fonction et puis tester cette fonction dans la partie main. D'accord? Alors pour la question 4, écrivez une fonction C. Étant donné un entier X et une liste T, crée un maillon portant l'information X et l'insère au début de la liste. Cette fonction-là, donc ça va permettre de faire une insertion au début de liste. Et bien sûr, vous allez aussi faire un test dans la fonction main. Cinquième question, écrivez une fonction C qui, étant donné un entier X et une liste T, crée un maillon portant l'information X et l'insère en fin de liste. Donc là, on a une insertion en fin de liste.
Euh, Question 6. Écrivez une fonction C qui, étant donné un entier X et une liste T, crée un maillon et important l'information X. Elle insère en une position donnée dans la liste. Donc là, on aura une insertion au milieu de la liste en choisissant une position que l'on va passer en paramètre de la fonction à coder ici. On va donc insérer un emplacement spécifique dans la liste. Septième question, écrivez une fonction C qui, étant donné un entier X et une liste chaînée T, recherche et renvoie l'adresse du premier maillon portant l'information X. Donc là, vous allez donc créer une fonction de recherche à laquelle on va passer le paramètre X qui est donc l'entier à rechercher et ça va vous retourner le premier nœud qui contient cette valeur. Ou bien nul si le nœud n'existe pas. Question 8, écrivez une fonction C qui, étant donné un entier X et une liste T, recherche et supprime le premier maillon portant la valeur X. C'est-à-dire c'est une fonction de suppression d'un élément de la liste qui contient la valeur X. Si un tel maillon n'existe pas dans la liste, alors la liste reste la même. Question 9, une liste chaînée ordonnée et dite ordonnée. Alors, une liste chaînée et dite ordonnée si chaque élément de la liste qui n'est pas le dernier porte une information inférieure ou égale à l'information portée par son successeur. Là, on suppose que les informations appartiennent à un type ordonné. Donc, écrivez une fonction C qui, étant donné un entier X et une liste dite ordonnée, crée un maillon portant l'information X et l'insère dans la liste à la place qu'il faut pour que la liste reste ordonnée. Donc là, on va supposer qu'on a une liste ordonnée T. On va créer un maillon qui porte l'information X donnée en paramètre à cette fonction-là. Et puis on va insérer cet élément-là ou bien ce maillon-là dans la liste à la place qu'il faut pour que la liste reste ordonnée. D'accord? Alors voyons maintenant le deuxième exercice dans lequel on va manipuler les polynômes avec les listes simplement chaînées. Alors le but de cet exercice est d'implémenter les opérations sur les polynômes par les listes chaînées. On représente un polynôme par une liste chaînée. Chaque élément, bien nœud de la liste, correspondra à un monôme avec son coefficient et son exposant. Par exemple, sur la figure ci-dessous, alors on présente la liste chaînée correspondante au polynôme 3x à la puissance 6 moins 2x plus x à la puissance 4 plus 4. Alors cette figure-là, ça représente donc graphiquement la liste chaînée de ce polynôme-là. Alors comme vous voyez, pour chaque monôme, on a une structure qui représente les informations caractérisant de ce monôme-là. Par exemple, pour 3x à la puissance 6, on peut la représenter de cette manière-là, avec cette structure. Alors avec un champ coefficient qui est égal à la valeur 3, le champ par la suite exposant qui est égal à 6, et puis pour le champ suivant, pointeur suivant, ça va pointer vers le monôme suivant qui est moins 2x. Pour le monôme moins 2x, on va le représenter par moins 2 en termes de coefficient, et puis 1 en termes d'exposant. Son pointeur suivant, ça va pointer vers le terme ou bien le monôme x à la puissance 4. Pour le monôme x à la puissance 4, ça peut être représenté par cette structure-là, 1 en coefficient et la valeur 4 en exposant. Pour son champ suivant, ça va pointer vers le dernier monôme qui est le monôme 4. Alors 4, ça va être représenté par 4 en valeur de coefficient et 0 en valeur d'exposant. Et puis le dernier champ, le champ suivant, ça va pointer vers nul puisqu'on est dans le dernier élément. Première question, définir la structure de données poly qui va représenter un monôme du polynôme et qui a donc pour champ coefficient, exposant et pointeur suivant. Alors on va définir un type structuré pour un monôme. Deuxième question, écrire une fonction créer monôme qui va permettre de saisir au clavier les champs d'un monôme. Cette fonction alloue de l'espace mémoire nécessaire pour un monôme, puis initialise les deux champs et retourne un pointeur vers ce monôme.
Alors, voici le prototype. Alors, on va passer le coefficient et l'exposant et puis on va créer un monome et retourner son adresse à la fin. Troisième question, écrire une fonction qui va ajouter un monome à la liste, c'est-à-dire à notre polynôme, en traitant tous les cas possibles. Une remarque importante à prendre en considération, c'est que le monome doit être toujours trié en ordre décroissant. Et pour faire ça, donc, je vous ai fait ici des indications, des explications. Alors, si notre liste ne contient aucun monome, on appelle la fonction insérée dans une liste vide. Cette fonction va appeler tout simplement la fonction créer monome, qui va donc créer un nœud, un monome, en faisant une allocation dynamique. Il va initialiser le champ coefficient exposant et puis ça va retourner l'adresse de un pointeur vers ce monome-là. Alors sinon, si on n'est pas dans le cas d'une liste vide, alors on va tester. Si la valeur de l'exposant du nouvel élément, c'est-à-dire nouveau monome à ajouter, est supérieure à la valeur de l'exposant du premier monome de la liste, ou bien du polynôme, l'ajout sera, alors l'ajout par la suite, ça va être fait en tête de liste, c'est-à-dire au début de liste. Et là, on va appeler la fonction insérée début de liste qu'on doit implémenter. C'est-à-dire si on a pour le nouvel élément inséré l'exposant supérieur au premier monome, à l'exposant du premier monome, on doit faire une insertion au début de liste. Alors sinon, si on n'est pas dans ce cas, on va parcourir la liste représentant le polynôme avec une boucle while. Si on trouve un monome tel que la valeur de l'exposant du nouvel élément ou bien du nouveau monome ajouté est égale à la valeur de l'exposant de ce monome-là. Si on trouve ce monome-là dans la liste, dans ce cas, on ne crée pas de nouveau monome, mais on fait juste une addition des coefficients. Ceci veut dire quoi? Supposons qu'on a dans le polynôme déjà un monome qui a donc par exemple 5x carré. On essaie d'ajouter un nouveau monome 2x carré. Là, on va pas créer une allocation dynamique pour un monome, mais juste on va faire l'addition de 2 plus 5 pour dire à la fin 5x carré. C'est-à-dire si on trouve un exposant qui est identique à l'exposant du monome qu'on veut rajouter, on ne va pas faire la création, l'allocation dynamique, mais juste l'addition des coefficients. Donc ça ne va pas créer ici un nouveau monome, un nouveau nœud de la liste chaînée, mais juste rajouter au coefficient, à l'ancienne valeur de coefficient, une nouvelle valeur du coefficient. Alors sinon, alors qu'est-ce qu'on va faire si on n'est pas dans ce cas, ni dans le cas de le premier test, on va voir si le monome suivant, c'est-à-dire après avoir fait sorti de la boucle, si le monome suivant est égal à la liste, c'est-à-dire si on est à la fin de la liste, on va rajouter le nouveau monome à la fin de liste. Et là, on va créer une fonction insérée fin de liste qu'on va appeler au cas où donc on est dans cette condition-là. Alors sinon, si on trouve un monome tel que l'exposant du nouvel élément ajouté, du nouveau monome ajouté, est supérieur à l'exposant de ce monome-là qu'on trouve. Alors, on ajoute le nouveau monome à la position avant ce monome qu'on vient de trouver. C'est-à-dire si on trouve un exposant, si on trouve un monome tel que notre exposant du monome qu'on vient de créer est supérieur à l'exposant de ce monome-là, alors on va faire une insertion avant cet élément-là. Alors là, on va appeler une fonction qu'on doit créer insertion position liste. Alors cette fonction-là, ça va permettre d'insérer le monome à un emplacement spécifique dans la liste, c'est-à-dire au milieu de la liste. Et voilà donc, si vous remarquez que ici, on va recoder ou bien réécrire le code des fonctions qu'on a déjà vu dans le cours d'insertion. Dans le cours de liste chaînée, liste simplement chaînée, on a vu donc les fonctions d'insertion au début, à la fin, au milieu de la liste chaînée. Et vous allez reproduire le même code. Il faut juste faire ici un test pour respecter en fait la règle qu'on vient de la définir ici, disant que le polynôme doit être trié en ordre en exposant décroissant.
à la fin. Donc, la question 4, écrire une fonction afficher polynôme qui va permettre d'afficher le polynôme. Bien sûr qu'ici, on doit faire une boucle pour parcourir élément par élément pour afficher les informations de chaque monôme et en fin de compte afficher notre polynôme. Dernière question, tester les fonctions dans le programme principal main, c'est-à-dire une fois que vous allez coder les fonctions d'insertion, d'affichage, etc., vous allez les tester dans la partie main. Alors voilà, c'est tout. Donc, je vous ai donné juste une brève explication pour le TP numéro 3. Bien sûr que avec la solution qu'on va donner dans la séquence, dans la prochaine séquence ou bien la prochaine capsule vidéo, donc vous allez retrouver plus de détails avec les solutions qu'on va proposer. Donc, essayez de faire votre propre solution et après, donc, on va vous donner la correction dans une prochaine vidéo. Et donc, bon courage à vous, à bientôt, Inch'Allah.